Merci d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans le 138e épisode saison 5 de mes conversations avec des humains créatifs. C'est Philippe Ingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur Spotify, Stitcher, Apple Podcast ou Google Podcast. Merci. Cette semaine, je rencontre le peintre Christian Bonnefoy. C'est sur les deux côtés d'une toile transparente qu'il peint, donnant à voir une forme complètement traversée par la lumière d'un lieu. Comme un surfeur sur une vague, il reste toujours à la surface de la toile qu'il retourne sur elle-même à mesure qu'il la travaille. Pourquoi cet attachement à la surface ? Parce que sans doute rien de ce qui est visible n'y est absent. Mais quel genre d'accomplissement personnel accompagne cette recherche de transparence ? C'est ma question de la semaine. Écoutez sa réponse, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Ma vie, j'ai cherché à réaliser. Je laisse le verbe comme ça pour l'instant sans objet. C'est-à-dire de trouver un mode de vie qui soit le même que le mode professionnel. Donc essayer d'avoir une unité dans la vie. Si je comprends bien, tu as cherché toute ta vie à éviter ce que souvent on vit, c'est-à-dire la séparation entre l'activité professionnelle et puis la vie ou la vraie vie. Toi, tu as cherché à unifier tout ça, à avoir une vie qui s'accomplisse dans tous ces instants, on pourrait dire. Oui, c'est tout à fait ça. Ça n'est pas aller sans échec, aller-retour, hésitation, etc. Par rapport à ce désir d'avoir une vie unifiée, d'avoir une vie heureuse finalement, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'histoire de l'art? Parce que c'est ça vers quoi tu as été attiré au début. Tu as fait des études d'histoire de l'art. En fait, j'ai été prof quand même, hein, prof d'histoire de l'art, donc j'ai fait le cycle normal, ce qu'on appelle une thèse, etc. Je me souviens que les recherches à la Bibliothèque nationale, rapidement, m'amenaient à des migraines très fortes. Un certain ennui de devoir lire des livres pour savoir quelque chose, pour parler d'autre chose. Donc je me suis dit que là, il y avait un truc qui n'allait pas. C'était le fait de devoir acquérir, stocker des choses qui, par définition, étaient déjà acquises, qui étaient dans les librairies, les bibliothèques, etc. Moi, ce qui m'intéressait, au fond, je m'en suis aperçu après, mais c'est d'aller vers quelque chose que je ne connais pas et dans lequel je ne peux accéder que par mes propres moyens, avec évidemment l'appui d'un certain type de connaissances, même de techniques et autres, mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'on appelle le nouveau, tout simplement. Quand tu étais étudiant en histoire de l'art, quel était ton rapport à l'art? Parce que l'histoire de l'art, c'est pas de l'art, c'est de l'histoire. Voilà, absolument. Quand je parle à certaines personnes qui me disent, à partir du moment où on a été historien de l'art, faire de la peinture, c'est un peu pareil. Comme vous dites, c'est absolument, ça n'a strictement rien à voir. Et souvent, l'histoire de l'art est, il me semble, un obstacle au fait d'être au contact avec l'art. C'est comme s'il y avait des principes, des théories qui empêchaient de voir. Est-ce que ça a été votre sentiment? Est-ce que ça a été votre expérience aussi que l'histoire de l'art, au lieu de vous aider à voir, ça pouvait vous empêcher de voir l'art? Et je pense exactement ça. Il a fallu un certain temps pour étayer. Euh, L'histoire de l'art, à un certain moment, quand elle est à un très haut niveau, devient indépendante de l'art lui-même. Moi, la question que je me pose, c'est finalement, on oppose l'histoire de l'art à l'art dans notre conversation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de connaître l'histoire de l'art pour aborder l'art, pour apprécier l'art? Je pense qu'on peut ne pas le connaître, puisqu'il y a quand même de très très grands artistes qui n'ont pas ces connaissances, c'est pas nécessaire. Mais les avoir, c'est pas nuisible non plus. Disons, le temps auquel on a affaire dans une expérience n'est pas forcément un temps chronologique. Par exemple, il y a un temps de retour, hein, une sorte de. En ce moment, je peins des tableaux que j'appelle des remakes, c'est-à-dire je peins des tableaux à partir de ce que j'ai peint il y a des années passées, parce que je me suis aperçu avec le temps que dans ces tableaux du passé, que j'aime toujours, que je revendique absolument, il y avait une sorte de manque que l'expérience qui s'est produite après me permet de voir et de reprendre. Et donc il y a une sorte de circularité du temps ou d'une sorte de régression temporelle. Et elle s'effectue aussi
sur des grands panneaux du savoir, donc sur celui de l'histoire de l'art, par exemple. Vous voyez, donc ça développe l'idée d'une communauté, c'est-à-dire que l'œuvre d'art est produite à partir d'une extrême subjectivité. C'est-à-dire, à un certain moment, l'artiste produit un objet dont il est le seul à, non pas, même pas à connaître, mais à sentir un petit peu ses raisons, ses modifications et le travail nécessaire pour le mettre à jour. Et puis, avec le temps, ces choses-là rentrent dans un fond commun, qui est justement l'histoire, mais pas l'histoire de l'art, et l'histoire, disons, d'une communauté de recherche. Marcel Proust explique ça très bien dans un livre sur un texte qui s'appelle La contemplation esthétique, justement, où il parle du grand transfert. C'est-à-dire que l'artiste qui est arrivé, qui a réussi à conclure une œuvre, que ce soit un livre ou une peinture, il doit, d'après Proust, il est en bas de sa peau, hein, donc moi je n'irai pas jusque-là, mais ça, voilà, il faut absolument la déposer dans ce trésor commun qui est l'histoire de la peinture. Non pas l'histoire de l'art, mais l'histoire de la peinture. Ce qui me vient, c'est que on n'en a jamais fini de voir une œuvre d'art. Absolument, oui. Absolument. Ça, pour moi, c'est le grand mystère, là, ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art n'est jamais finie. Et ça, c'est le mystère, c'est-à-dire comment un objet, prenant un tableau, qui est un petit morceau dans l'espace, qui est fini, le peintre est mort, etc. Et cependant, des générations et des générations de peintres ou de spectateurs vont devant ce tableau. Des générations et des générations d'historiens, de philosophes, de critiques vont écrire là-dessus. Ça veut dire que ce tableau continue à produire. Par quel mystère, quelque chose qui est fixé définitivement, qui est mort, hein, qui est collé à un mur, comment cela produit des histoires, des interrogations. Ce qui est extraordinaire avec les arts plastiques, avec les arts de l'image, c'est qu'il n'y a pas le barrage de la langue, comme un texte. On ne peut pas lire un poème chinois, ou je pense qu'un Anglais doit avoir du mal à lire un poème de Mallarmé, même s'il parle bien le français. Par contre, il peut voir un tableau de Manet. Et nous, on peut voir un tableau de Whistler. Il n'y a pas le barrage de la langue. Donc ça, c'est une chose fabuleuse. Ça, c'est un des autres secrets de la peinture. Depuis les origines, depuis Lascaux, c'est comme ça. La chose va de soi, et elle produit des affects. Et ces affects sont reçus, enregistrés et transformés sur des niveaux énormes. Ça va aller de celui qui va ressentir et qui ne dira rien à celui qui va écrire un livre. Le problème ici, c'est comment cette petite chose fixe continue à déployer des images et du sens. Ça, c'est le très, très grand mystère. Vous avez fait des études d'histoire de l'art, vous avez été historien de l'art, vous avez été professeur d'histoire de l'art, vous êtes devenu un peintre, vous êtes devenu un artiste. Moi, j'aimerais savoir maintenant, avec le recul, quel genre de dialogue vous avez besoin pour avancer quand vous faites une œuvre. Est-ce que c'est un dialogue avec l'histoire de l'art? Est-ce que c'est un dialogue avec des historiens de l'art? Est-ce que c'est un dialogue avec le silence, avec la matière que vous travaillez? Qu'est-ce qui vous fait avancer dans votre travail, sachant tout ce que vous venez de dire à propos de l'histoire de l'art, vous qui êtes maintenant un artiste? Ce qui me fait avancer, c'est quelque chose de très, très simple. C'est un travail quotidien, réellement quotidien. Donc, seul. Je lisais tout à l'heure des petits extraits de Léonard de Vinci à propos de l'atelier. Qu'est-ce qu'un atelier d'un artiste? Il dit il faut être seul. Au pire, vous pouvez avoir un assistant à condition de le mettre très très loin au fond de la salle, si vous avez une grande salle. Vous voyez, les choses n'ont pas changé. Je sais que maintenant, il y a une mode qui fait que si on est un grand artiste, il faut avoir une centaine d'assistants. Bon, travailler avec des ingénieurs, tout ça. Moi, je revendique une sorte de tradition. Hein, voilà, c'est-à-dire j'ai établi une sorte de ligne entre la peinture de Lascaux et ce qui se passe maintenant. C'est exactement la même chose. De tout ce qui existe dans l'histoire, de toutes les techniques, de toutes les pensées, une chose n'a jamais bougé, c'est la peinture. Expliquez-moi ça. Vous peignez, je peins maintenant avec des pigments, sur des supports, avec des pinceaux. C'est ce que faisait l'homme de Lascaux. Alors, tous ces éléments sont Mais interchangeables. l'homme de Lascaux, il avait ses mains pour peindre, il n'avait pas de pinceau. Ah si, bien sûr, il avait des pinceaux, il avait plus que des pinceaux. Oui, il avait ses mains, bien entendu, il avait ses doigts aussi. C'est-à-dire le doigt,
c'est le pinceau attaché au corps. Et puis, il a inventé d'autres procédures. Il a inventé le soufflage, c'est-à-dire de mettre la poussière colorée dans la bouche et de la projeter à travers un os creux. Vous voyez, comme feront les peintres qu'on appelle les peintres excentriques chinois du XVIIIe siècle, qu'on appelle les cracheurs de nuages, qui buvaient l'encre de Chine et la crachaient sur le papier et ensuite travaillaient les formes. Donc il n'y a absolument aucune évolution, si ce n'est des choses mineures, c'est-à-dire le pigment, on l'a sous la main, n'importe où dans la nature, les pigments élémentaires, l'ocre, etc., le noir, tout ça, le bois calciné. Le fusain, c'est ni plus ni moins que la branche calcinée qui servait à éclairer et tracer sur les grottes. Rien n'a bougé de ce côté-là. De toutes les techniques, c'est la seule qui n'a pas évolué. C'est ce qui est tout à fait notable. Il y a une raison à ça. Je ne sais pas, je m'interroge là-dessus. Si je ne trouve pas la réponse, c'est pas le problème. C'est ça aussi la peinture. C'est que c'est pas de la science. C'est-à-dire, on est dans un désir, dans une épreuve avec la matière et avec ce qu'on a dans la tête, en gros, et on ne sait pas où on va. Il y a les tableaux, les dessins sont des traces, sont des traces du parcours. Et le parcours, je ne sais pas où il va, et c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui est là maintenant sous l'œil. Donc, il y a cette chose qui n'a jamais bougé, et à l'opposé, il y a ces milliers de choses qu'on appelle les styles qui foisonnent et qui ne cessent de grandir. Et non seulement les styles de l'Occident, mais il y a tout le reste du monde, l'Afrique, l'Océanie, etc. Donc il y a cette sorte d'opposition très curieuse entre une extrême pauvreté de technique et une extrême richesse de production. Ça, c'est pour l'histoire de l'art, mais si on revient à votre histoire à vous, il y a eu un, comment dire, un moment important, un moment fondateur, c'est votre découverte des dos de Matisse qui était présentée en 1970 lors de l'exposition Henri Matisse, l'exposition du centenaire au Grand Palais. Racontez-moi cette découverte. Qu'est-ce que cette œuvre a provoqué en vous? Ça s'est passé en deux temps. C'est-à-dire le première réaction qui est absolument fondamentale et déterminante, c'est pas tellement les dos de Matisse, c'est que j'ai dessiné, je ne sais pas pourquoi, puisque je ne sais absolument pas dessiner, sur des papiers machine à écrire, vous voyez le petit format, j'ai dessiné ces dos et rentré chez moi, j'en ai fait peut-être une vingtaine et j'utilisais ce que j'avais sous la main. Donc, alors justement, là, on revient à ce que je disais, c'est du papier, ou ça aurait pu être du charbon. Bon, un support qui est le papier journal parce que c'est le plus commun, un autre support qui est le papier de soie parce qu'à l'époque, on emballait le pain avec, pas de peinture, absolument pas de peinture, que ça, que ces matériaux, et de la colle. Donc d'un coup, j'avais toute cette structure matérielle à ma disposition. J'avais la totalité de la peinture avec rien. Mais ce qui se produit, c'est que je fais donc, je m'en souviens très bien parce que c'est à ce moment-là, j'écoutais la radio et il y a eu les émissions sont arrêtées parce que c'est la mort du président Pompidou. Donc c'est facile à dater, je crois que c'est en mai 74. Au bout d'un mois de dos de Matisse, je suis passé avec la même technique, c'est-à-dire de collage et de papier ordinaire, papier de journal, papier de soie, je suis passé à des schémas minimalistes. Oui, là, j'étais dans une situation d'avant-garde. Les avant-gardistes, ils font de table rase. J'ai abandonné les dos et j'ai fait ces travaux donc, dans la foulée, qui sont des travaux fondamentaux pour moi. C'est vraiment mes origines sur lesquelles je reviens tout le temps. Bon, alors je fais ce travail minimaliste. Après, je fais mes premiers tableaux très conceptuels. Et puis, soudain, la figure des dos de Matisse est revenue. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le pourquoi du comment. C'est que je travaille beaucoup toujours sur le recto et le verso en même temps. Mes supports étaient des supports très fragiles, poreux, ce qui fait que quand on mettait de la peinture sur la surface, elle traversait, elle passait de l'autre côté. Et donc, je me suis intéressé sur cette chose. La peinture, c'était pas seulement une chose déposée sur la surface, mais c'était un plan complet avec son recto et ce verso. Pour qu'on comprenne bien, Ouais. qu'est-ce que vous apportez de plus quand vous dites ça à l'expérience qu'on a quand on voit un tableau? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc le fait que j'inclus la peinture du verso et du recto sur un même plan, c'est une sorte de révolution, on peut dire, sur le mode de production de la forme. Si je prends une surface de papier, je peins de face à un endroit, ensuite
je retourne la feuille et la peinture a traversé. Et la forme qui est derrière n'est pas la même que celle qui est devant, même si c'est le même geste et la même charge de couleur, parce qu'il y a des problèmes d'imbibition, etc. Donc, à partir du moment où on a ça, on peut commencer à penser comment diriger les deux. C'est-à-dire, en peignant devant, comment ça va se passer derrière. Parce que je peins par séance, hein, je ne peins pas d'un coup. Maintenant, cette chose-là est parfaitement visible. Donc, je travaille sur des toiles très transparentes, tarlatan ou plutôt des sortes de nylon parce que c'est beaucoup plus solide, qui sont transparentes comme du verre. Maintenant, je tends ces peintures dans l'espace, c'est-à-dire le châssis est dans l'espace. Et donc, on regarde les deux côtés du tableau. Ce qui me vient, c'est que la surface d'un tableau, c'est un peu comme un écran. Ça montre et puis ça cache en même temps. Exact. Oui. Et vous, vous essayez d'éviter ce côté de cache, c'est-à-dire vous essayez de montrer les 2 côtés en même temps. Voilà. Dans le travail que je fais maintenant, le recto et le verso sont visibles. La peinture est très fine, elle est transparente, c'est-à-dire elle est percée par la lumière. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je constate que le médium principal de la peinture, de la mienne, enfin dans mon expérience, c'est la lumière. Il y a chez vous la volonté de, on pourrait dire, de tout montrer. Est-ce que ça veut dire que vous êtes vraiment, dans un rapport de transparence avec votre création, votre créativité, votre processus créatif? Non, je ne pense pas parce que sinon j'aurais terminé la chose. Personne ne finit. Donc, si j'avais tout découvert, ça serait formidable. Mais dans mon travail, je me suis aperçu aussi d'une opposition entre ce qui est découvert et ce qui est masqué. C'est une dialectique qui consiste à faire ce que doit faire tout artiste, c'est-à-dire montrer quelque chose, c'est-à-dire dévoiler une forme, et en même temps de construire en arrière, à l'intérieur du processus, quelque chose qui le cache. Ce que je comprends, c'est qu'il y a jamais de totale transparence. Non, il n'y a jamais de totale transparence. Non. Est-ce que c'est un obstacle pour vous ou est-ce que c'est un stimulant dans votre démarche? Non, pas du tout. Je pense même que la transparence, en fait, elle existe. Et c'est par exemple cette grande invention du début du XXe siècle qui est le monochrome. C'est-à-dire d'un coup, le tout de la peinture est donné. Il y a le carré blanc sur fond noir, le carré noir sur fond noir, etc. Bon. Explique-moi ce que vous voulez dire quand vous dites le tout de la peinture est donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monochrome, pour moi, est un concept. Voilà, c'est un peu donc ce que je disais au début, cette tension qui est une sorte de guerre, d'affrontement entre l'image et le langage, et tout le langage, c'est-à-dire le langage littéraire et le langage philosophique, c'est un affrontement amoureux. C'est-à-dire quand la peinture pousse ses excès, ses recherches très très loin, le langage va donner ses propositions, qu'on le veuille ou pas. Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre, etc. Donc, comme j'ai une expérience d'historien de l'art et de sémiologue, je joue à ça. J'écris parce que à un certain moment, dans le tableau, il y a nécessité, il y a un appel du tableau à une intervention du langage. Expliquez-moi comment le visuel attire, a besoin d'une certaine façon d'un texte. Pas le tout du visuel, hein, c'est une partie. Il y a une partie de l'énergie qui est mise en œuvre pour faire un tableau ou une sculpture qui n'apparaît pas. Est-ce qu'on peut prendre un exemple d'un moment où vous regardez une de vos œuvres et qu'il y a un déclic qui se passe et qui vous fait écrire? Par exemple, je n'écris que quand ma peinture, tel moment de ma peinture, telle époque est arrivée à une certaine maturation. C'est-à-dire, c'est là où je sens qu'il y a nécessité. L'expliquer, la raison, je n'en sais rien. Mais c'est quand il y a une sorte de, un certain moment, il y a une sorte d'essence linguistique dans le signe, dans la tâche, qui fait qu'il peut y avoir un passage à l'écriture. Mais c'est réciproque aussi. Il y a dans la langue quelque chose qui est de nature picturale. De quoi est fait ce récit qui vous vient quand vous regardez une de vos œuvres? Ça fait l'objet d'un texte qui est plutôt poétique, donc il m'est difficile d'expliquer. Donc, par exemple, j'ai écrit un texte dernièrement qui s'appelle Visite à Zulma. Et j'ai fait un grand collage, un collage qui fait 9 mètres de long sur 4 mètres de haut. Ça s'appelle Visite à Zulma. Zulma est peut-être le dernier ou l'un des derniers collages de Matisse, hein, un petit collage
d'un modèle qui s'appelle Zulma. Cette visite à Zulma, c'est un texte qui est comme une nouvelle et qui est une fiction dans laquelle Zulma serait en quelque sorte dans mon atelier et tous les papiers découpés, par exemple de Matisse, vous voyez, il y a beaucoup de photos de Matisse en train de découper. Et en général, on voit la chose découpée, qui est le but de l'opération, mais on ne fait jamais attention à tous les débris, tous les restes du découpage. Et Matisse recueillait tous ces découpages et les a gardés, à tel point qu'il y en a eu 500, je crois, qui ont été offerts au musée Matisse en France par la famille. Donc les résidus, les chutes avaient de l'importance. Ils n'avaient pas une importance d'œuvre, hein, sinon ils auraient été à la place du collage, ils auraient été vendus, mais ils avaient une importance de mémoire et de travail. C'est ça que j'appelle le récit. Alors, est-ce qu'il est bon d'avoir lu ce que vous avez écrit pour pouvoir mieux apprécier votre œuvre de peintre? Non, certainement pas. Le plus important, c'est la vision des choses. Par contre, si on veut mieux connaître, bien sûr, vous savez, quand on veut connaître quelque chose, plus on a d'informations, meilleur c'est. Le critère absolu pour moi d'une œuvre d'art, c'est qu'elle a besoin de rien. Toute œuvre d'art est contemporaine. Il n'y a pas de temps. On peut regarder un Velázquez ou une peinture de Lascaux ou un Picasso, c'est la même chose. Pour vous, en tant que peintre, quelle serait la définition que vous donneriez d'une œuvre? Une œuvre est quelque chose qui suffit à soi-même, hein, qui est là pour l'éternité. C'est quelque chose qui est la substance d'un être finalement. Elle a besoin de personnes, mais tout le monde a besoin d'elle. Je pense à Guernica, par exemple, hein, ou Dos de Mayo de Goya, donc qui sont des œuvres qui sont censées représenter des œuvres militantes, qui sont censées représenter un moment historique grave, hein, puisque c'est un épisode de la guerre civile espagnole où les nazis expérimentent la destruction en masse. Et donc, on a fait cette commande à Picasso, qui était sympathisant, mais ça n'a jamais été un militant. Et il se trouve que ce tableau a été exposé à la Foire internationale de Paris en 1937, dans le pavillon de la République espagnole, alors que la République était vaincue. Donc la dernière manifestation de la République espagnole, c'est l'exposition du tableau de Picasso qui s'appelle Guernica. Si Guernica continuera à exister dans les mémoires des sympathisants de la République, c'est parce qu'il y a le tableau. Donc la chose s'est inversée. C'est le tableau qui va soutenir l'histoire. Pour aller dans votre sens, Picasso avait entreposé dans son atelier quai des Augustins son Guernica et des nazis sont venus et lui ont dit qui a fait ça? Il leur a dit c'est vous. Oui, tout à fait. C'est quoi la différence entre une œuvre et un chef-d'œuvre? Le chef-d'œuvre, le mot est un superlatif. Étant donné que c'est le superlatif par excellence, je dirais que c'est la peinture elle-même. Là, je copie littéralement sur Paul Valéry, à qui on demandait quel est le chef-d'œuvre littéraire. Et il dit le chef-d'œuvre littéraire, c'est la littérature. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais au début, c'est que il y a ce que Proust appelait le grand transfert, c'est-à-dire que les œuvres sont reversées à un trésor commun qui est une sorte d'anonymat, comme on parle de peintre anonyme, c'est ces innombrables peintres qui n'ont droit qu'au nom d'anonyme, mais qui sont fondamentaux pour l'histoire de la peinture. Donc le chef-d'œuvre, c'est la peinture elle-même. Alors dites-moi, quelle est la place pour vous de ce qu'on appelle les œuvres secondaires ou de ce que les peintres eux-mêmes considèrent comme des œuvres et qui ne sont pas totalement accomplies? Comment est-ce que vous voyez leur place dans les musées, dans l'histoire de l'art? C'est les œuvres, ce qu'on appelle les petits maîtres. Non, non. Chez un peintre, par exemple, il y a Guernica chez Picasso, mais il y a aussi des œuvres de moindre intérêt, de moindre Oui, oui, je comprends, importance. oui. J'essaie de comprendre quand vous parlez des œuvres, puisque Mmh. vous refusez l'idée de chef-d'œuvre, que faire de ces œuvres qui ne sont pas considérées comme importantes ou intéressantes ou suffisamment intéressantes par les peintres eux-mêmes? Moi, je trouve qu'elles sont, pas toujours, mais souvent intéressantes parce que elles sont les marques de ce qu'on appelle le processus. Vous voyez. Pour répondre précisément à votre question, pour moi, ces choses-là sont d'autant plus fondamentales que j'ai inventé l'idée de l'esquisse après coup. Quand j'ai un ensemble de travaux qui est arrivé à terme, à peu près, quoi, qui forme une sorte d'unité, je pars de ces travaux finis pour faire des travaux analytiques. Je construis
ces sortes de dispositifs, vous voyez, qui sont donc des esquisses inversées, c'est-à-dire des esquisses faites après coup. Imaginez un moment où, une fois que la chose est finie, vous remontez le temps en sens inverse et à partir de la forme, vous interrogez le processus. Est-ce que c'est possible pour vous de regarder un tableau, de regarder une œuvre d'art sans rien attendre d'elle? Ah, je ne fais que ça. En ce moment, je suis titillé par une image, enfin par un tableau, c'est plus qu'une image, que je connais depuis toujours et qui prend de la place et je ne sais pas du tout pourquoi. Et donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. Il s'agit du tableau de Courbet qui est au Petit Palais, qui représente Proudhon en réunion de famille. C'est un dimanche après-midi à la campagne. C'est une scène de genre pratiquement. Et donc cette image, elle s'impose à moi. Donc je travaille pas comme un historien ni comme un philosophe. Je ne prends pas de notes. Je mâchonne la chose. C'est-à-dire je la regarde dans l'imagination et je la laisse aller parce que je sais que la façon dont elle m'a touché signifie qu'elle va rester, qu'elle va résider en moi et que j'en parlerai si je trouve le biais littéraire d'en parler, non pas du tout en faire une analyse. Vous me disiez au tout début de cet entretien que votre plus grand désir dans la vie, c'était d'unifier ce que vous faites à ce que vous êtes. Est-ce que cet accomplissement, est-ce que vous l'éprouvez? C'est pas de tout repos. Mais je le vis parce que, par exemple, l'une des chances, c'est que je n'ai jamais travaillé, à part ce petit passage à l'école des hautes études, qui a duré que 4 ans finalement en tant qu'assistant. Après ça, j'ai vécu de la peinture, comme je dis, vaille que vaille, hein, avec des hauts et des bas. Et donc, la totalité de mon temps est consacrée à ça. Ça, la base étant le travail quotidien et ce qui va autour, c'est-à-dire les liens avec une poignée d'amis, tous azimuts, peintres ou écrivains, etc. Bon. Et c'est ça, effectivement, que je vis. Oui. Est-ce que quand il y a des bas, est-ce que c'est ça, c'est l'amitié qui vous soutient? Bah, les bas les plus importants, c'est ce que l'on rencontre dans le travail, c'est-à-dire vis-à-vis de moi-même. Donc là, il n'y a personne, personne ne vous soutient. Et donc, c'est l'entêtement. C'est un trait qui me caractérise, c'est que je ne lâche pas la chose. Je mets le temps qu'il faut, le temps que je reviens. Je détruis énormément dans mon activité quotidienne parce que je ne fais pas des retouches, des reprises. Donc régulièrement, je détruis un stock de tableaux, de dessins, voilà, bon, parce que je reprends toujours. Ça, c'est le bas qu'on rencontre, comme je pense n'importe qui, quand on est seul dans son atelier, parce qu'on est toujours seul, hein, de toute façon. Et les bas dans la vie, bah, c'est les bas de tout le monde, hein, ce qu'on appelle les emmerdements. Ça se surmonte. Je vous ai posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une question que vous souhaitez me poser? Oui, j'ai pensé, enfin, il y en aurait même plusieurs, mais disons déjà comment vous choisissez, Non, bien quel sûr. est votre but en fait. D'abord au niveau du choix des invités, c'est vraiment mes rencontres, ce sont des conseils d'amis, ce sont des Mhm. conseils d'invités, donc c'est vraiment lié à tous les cercles que je peux côtoyer et j'ai choisi la créativité comme une espèce de mot passe-partout pour pouvoir accueillir des poètes, mais aussi des gens qui font du business, des gens qui sont passionnés par les voitures, mais aussi des gens qui font de la céramique. Ce qui m'intéresse, c'est le processus créatif. C'est un peu ce que vous disiez au tout début de notre entretien, c'est de comprendre comment quelqu'un devient créatif à partir du moment où il aligne dans Mhm. sa vie ce qu'il est avec ce qu'il fait. Et à ce moment-là, il y a une fertilité, il y a une fécondité qui vient d'elle-même parce que les ingrédients sont là pour créer cela. Et l'autre question, c'était quel est mon but? Alors, en créant ce podcast, je dois dire, il y a maintenant 5 ans, eh bien, c'était justement d'écouter, je dirais, des humains créatifs me parler de leur créativité parce que quand j'ai commencé, j'étais dans un bas, moi aussi, j'étais dans un bas créatif. Je me posais beaucoup de questions sur ce que je pouvais faire, ce que j'allais faire, sur la qualité de ce que je faisais, sur mon orientation. Et je n'ai jamais eu d'autre stimulant que d'écouter des gens créatifs me parler de leur propre processus créatif. Mhm. C'est ça qui résonne en moi. Je dirais, c'est oui, c'est la raison d'être du podcast. D'accord. À chaque fois, on en vient
à ce que j'aime, c'est-à-dire à parler des questions essentielles concernant finalement le bonheur d'être dans le fait de faire quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais sortir de l'espace dans lequel je suis, je vais vous laisser 1 minute et s'il vous plaît, ajoutez ce que vous voulez à l'entretien pour que vous ayez le dernier mot. À tout de suite. OK. Je suis, très très sensible à cette idée parce que je le vis en peinture, de cette idée de réparation. Le terme, procède de cette notion, que l'on trouve dans la Kabbale de tikkun, c'est-à-dire, la capacité que nous avons, entre autres par l'art, de réparer le désastre. Je me range du côté des optimistes combattants. Merci Christian Bonnefoy d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits, musique charmeuse de serpent composée et dirigée par Olivier Glisson. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher ou Google Podcasts. Merci, c'était Philippe Ingard, à bientôt.